Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission du Défi de la vérité, une émission qu'on a préparée avec la rédaction pour fournir on va dire un espace de liberté d'expression. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Idriss Aberkane. Idriss, bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on voulait vous avoir sur ce plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux, hyper docteur, polémique avec l'université Paris-Saclay. C'est quoi votre défi de la vérité, ou votre réponse à ce défi de la vérité sur cet élément-là? Bismarck a dit les gens idiots apprennent de leur expérience, mais les gens intelligents apprennent de l'expérience des autres. Et moi, j'ai une certaine expérience du système éducatif français, et en particulier de l'intégrité ou de l'absence d'intégrité des grandes écoles. Et c'est évidemment cette expérience-là que je fais partager à travers le fait que je suis effectivement ancien prédoctorant de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, que j'ai enseigné à l'École centrale pendant 7 ans. J'y ai dirigé 20 thèses de master, ce qui constitue de la recherche par ailleurs. J'ai été ensuite visiting scholar de l'Université de Stanford à 20 ans, ce qui m'a valu énormément de jalousie de la part de certains professeurs de l'École normale supérieure qui ne me l'ont jamais pardonné, parce que eux, encore aujourd'hui, n'ont jamais pu être visiting scholar à Stanford. Et j'ai passé 3 doctorats, effectivement, pour des raisons d'ailleurs assez marrantes. C'est-à-dire que je n'avais pas eu la bourse que je voulais. Donc j'ai commencé par faire l'armée, en fait. J'ai été officier de marine de réserve. Donc j'ai été formé comme officier de marine. Et ça m'a vraiment fait aimer la géopolitique. Alors je me suis dit que j'allais passer un doctorat de géopolitique, que j'ai passé au prestigieux et très exigeant CEDS, Centre d'études diplomatiques et stratégiques, qui d'ailleurs a été de loin le plus sélectif de mes 3 doctorats, je dois le dire aujourd'hui, loin devant le doctorat de Polytechnique. Je sais que ça leur fait très mal quand je leur dis ça, mais vraiment le taux d'attrition et la qualité de l'enseignement, c'était un doctorat où il y avait des cours avec des ministres, des ambassadeurs, des généraux. La qualité de l'enseignement était stellaire et très très au-dessus de ce qui pouvait se faire à Polytechnique. Donc je passe ce doctorat. Ensuite, j'en passe un en littérature comparée à Strasbourg. Bon, j'étais amoureux d'une nana, je voulais l'impressionner. J'ai fait un doctorat pour l'impressionner. J'ai pas gardé la nana, mais j'ai gardé le doctorat. Et puis enfin, j'ai eu la bourse que je voulais, une bourse CIFRE, pour Polytechnique, bien entendu. Donc j'ai été sélectionné, inscrit à l'école doctorale de l'école Polytechnique pour un doctorat en neurosciences cognitives. Et c'est là que j'ai une expérience à faire partager. C'est que j'ai toujours vu, moi, la méritocratie un peu se défiler sous mes pieds. Vous connaissez sans doute dans Le Cave sur Bif, ce grand film avec Jean Gabin, il y a cette fameuse scène où Bertrand Blier demande à Jean Gabin, mais ils ont le droit de faire ça quand ils démonétisent une monnaie. Ils ont le droit de faire ça. Et Jean Gabin lui répond, écoute, pauvre idiot, enfin, il dit pauvre con précisément, dis-toi bien qu'en matière de monnaie, les États ont tous les droits et les particuliers aucun. Eh bien moi, j'ai vu ça en matière de diplôme. J'arrive, je suis sélectionné à l'école Polytechnique pour un doctorat en neurosciences cognitives. Polytechnique fusionne avec Paris-Saclay, ils font viser le doctorat sciences de gestion et après ils affirment une contre-vérité absurde et quasiment délinquante sur Twitter. Ils disent on l'a jamais vu, alors que bien sûr ce sont eux qui m'ont sélectionné, qui m'ont inscrit, c'est à eux que j'ai payé mes frais d'inscription. Bien entendu, c'était dans un de leur laboratoire que j'ai fait ce doctorat. Et en plus, ils m'ont délivré une carte d'étudiant que j'ai encore. Donc le niveau de mensonge était total. Maintenant, n'en voulons pas trop à Polytechnique. Ils vont pas bien en ce moment. Ils chutent dans les classements depuis 15 ans, les pauvres. Ils n'ont plus le droit de délivrer des doctorats, ça y est. Il est considéré que scientifiquement, ils n'ont pas le niveau de délivrer un diplôme de doctorat. C'est donc Paris-Saclay qui délivre tous leurs doctorats aujourd'hui. J'étais très fier de ça moi-même, puisque je crois beaucoup au projet. Enfin, je croyais beaucoup au projet Paris-Saclay. J'avais même attendu ma défense. Si vous voulez, j'avais décalé ma défense de thèse d'1 mois, spécialement pour qu'elle soit visée Paris-Saclay. Donc bon, Polytechnique, laissons-les avec leurs problèmes. Malheureusement, ils ne font pas du tout honneur à l'intégrité. Jamais ça se serait passé aux États-Unis, par exemple. Jamais. Je veux dire, vous entrez à Stanford et on vous dit, en fait, ça sera l'université de San Diego qui délivre le diplôme. C'est impensable. Il n'y a que vraiment dans le système de grandes écoles françaises. C'est le système administratif français, c'est le système des écoles français avec la complexité. Oui, et puis en l'occurrence, c'était aussi le fruit d'un certain harcèlement, puisque pour que Polytechnique décide réellement de me discriminer, parce que c'est de la discrimination, il n'y a pas le moindre doute là-dessus, pour que Polytechnique décide de me discriminer, par exemple sur Twitter, en disant, en rappelant que oui, aujourd'hui, tous leurs doctorats sont remis par Paris-Saclay. D'un côté, ils le rappellent pour moi, de l'autre, tous leurs autres docteurs, eh bien, ils continuent à marquer docteur de Polytechnique, ce qui est la réalité. Donc ça, c'était le fruit des fameuses harcélosphères que l'on connaît bien, et ça démontre évidemment un certain manque de courage. Aujourd'hui, Idriss Aberkane, vous vous définiriez comme quoi avec ces 3 doctorats? Donc la géopolitique vous a énormément marqué, vous avez écrit beaucoup d'articles, fait des conférences, des tours de France, d'Europe. Vous vous décririez comme quoi? C'est quoi
C'est quoi votre métier? Moi, mon métier, c'est d'être consultant. Donc, je suis consultant international. J'ai eu énormément de clients, aussi bien parmi des gouvernements que des entreprises. Donc, j'ai eu le Boston Consulting Group, j'ai eu A.T. Kearney, Eiffage, PwC, KPMG, EY, etc. Ce sont des clients réguliers. Et donc, mon métier, c'est avant tout le conseil, la formation et bien sûr être keynote speaker, qui est un métier très compétitif, surtout quand on le fait aux États-Unis, par exemple, où j'ai parlé notamment à la Singularity University. Donc, j'ai donné un peu plus de 600 conférences dans le monde, dont 9 TEDx, et c'est l'essentiel de mon métier. Je suis bien sûr essayiste et auteur également, et j'aime beaucoup la recherche, donc je continue à faire de la recherche, aussi bien en développement durable, qui reste mon sujet de prédilection, comment réconcilier économie et écologie. Vous avez interviewé mon mentor Gunther Pauli, qui a profondément marqué ma pensée économique, mais bien sûr, ayant été visiting scholar de Stanford en mathématiques, je continue à faire de la recherche en mathématiques, et pour ne rien vous cacher, j'ai carrément revendiqué une preuve de la prestigieuse conjecture de Syracuse dans le journal à comité de lecture Mathematics. Ma preuve a été revue par 5 lecteurs. Bien entendu, il faut attendre entre 2 et 3 ans pour que ce genre de preuve se diffuse totalement. Pour donner un exemple, dans le Clay Mathematical Institute qui donne les fameux prix à $1 million, la conjecture de Syracuse n'en fait pas partie, mais ça reste une conjecture très prestigieuse, eh bien, considère qu'une preuve doit avoir au moins 2 ans de recul pour être considérée par leur institut. En ce moment, en tout cas, j'ai produit des avancées originales sur la conjecture de Syracuse, qui est un des problèmes mathématiques les plus difficiles de tous les temps. Parlons un peu de cette notion de preuve. Aujourd'hui, il y a un grand débat, on va dire, dans la médecine, avec les notions de preuve, traitement précoce, vaccin. Comment vous l'inscririez dans on va dire, dans le schéma de la conjecture de Syracuse? Je me suis intéressé aux maths spécifiquement parce qu'en mathématiques, on ne peut pas trop tricher avec les preuves. On peut, malheureusement, c'est intéressant de voir que, je prends le cas de Grigori Perelman. Grigori Perelman est peut-être le plus grand mathématicien vivant aujourd'hui. Il a résolu la conjecture de Poincaré et il a eu la médaille Fields en 2006 qu'il a refusée. Donc, il a refusé la médaille Fields précisément parce qu'il considérait que l'intégrité des gens qui la lui remettaient était en question. Donc on parle d'un mathématicien qui publie une preuve irréfutable, inattaquable, et qui dit « Malgré tout, on est parvenu à galvauder mon travail. » On le lui a volé, un mathématicien, Xing Tongyo, qui a eu la médaille Fields par ailleurs, qui n'avait aucun besoin de ça, a encouragé ses élèves à republier à partir des travaux de Grigori Perelman. Donc on a pu galvauder et mener des travaux peu déontologiquement fiables à partir d'un travail mathématique. Alors imaginez, et j'insiste, là où il n'y avait pas de conflit d'intérêts financiers, il n'y avait pas de conflit d'intérêts politiques, que la conjecture de Poincaré soit vraie ou fausse, politiquement ça ne changera pas la face du monde, et financièrement ça ne la changera pas non plus. Mais par contre en médecine, aujourd'hui, on a quand même des grands débats sur hydroxychloroquine qui fonctionne, ivermectine qui ne fonctionne pas, des études qui sont biaisées, des conflits d'intérêts. Vous avez pris parti, on va dire, sur les traitements précoces. C'est là que je voulais en venir. Si en mathématiques, on peut faire une controverse, en mathématiques où les preuves sont incorruptibles, voilà. Bon, si en mathématiques où il n'y a pas de conflit d'intérêts, où il n'y a pas d'enjeu politique, et où bien entendu les preuves sont incorruptibles, imaginez ce qu'on peut faire en médecine. Imaginez ce qu'on peut faire en médecine. Et c'est ce que je dis toujours aux jeunes étudiants en médecine, qui sont là, qui répètent béatement leurs cours. Il faut une evidence-based medicine. Oui, bien sûr. Mais comme disait Gandhi, par exemple, quand on lui avait demandé « Que pensez-vous de la civilisation britannique ?» Il avait répondu « Ce serait une bonne idée. » Eh bien, l'evidence-based medicine, ce serait une bonne idée. Malheureusement, dans une médecine basée sur les preuves, quiconque contrôle les preuves contrôle la médecine. Et contrôler les preuves, c'est facile. Et les gens ne mesurent pas à quel point c'est facile de contrôler les preuves. Notamment quand les journaux sont cartélisés, par exemple. Quand on a, avec une loi de Pareto, 20% des journaux qui contrôlent 80% des publications. Et c'est même, en fait, pire que ça aujourd'hui. La cartélisation du monde éditorial de la recherche est bien pire qu'un rapport de Pareto de 20 à 80%. Donc quand on contrôle quelques journaux, on peut contrôler l'information. On peut faire en sorte que telle ou telle preuve soit dissuadée, qu'une personne qui voudrait publier une preuve sur l'efficacité clinique de l'ivermectine soit dissuadée. Et on l'a vu aujourd'hui. On a vu, des médecins ont témoigné, des chercheurs ont témoigné. Ils ont dit « Nous avons été activement dissuadés de soumettre telle ou telle preuve. » Alors que dans l'autre sens, quand des chercheurs donc c'est l'étude de Mera et collaborateurs, quand des chercheurs ont falsifié un dataset, et vous reconnaîtrez d'ailleurs les gens de mauvaise foi au fait qu'ils vous diront non, c'était de la science en train de se faire, ils n'ont pas falsifié de dataset. Oui, ils ont falsifié un dataset, c'est de la fausse monnaie qu'ils ont publiée, eh bien elle a été publiée dans le Lancet, la plus prestigieuse revue médicale au monde. Donc on voit une asymétrie aujourd'hui
qui est bien entendu corrélée à des conflits d'intérêts, what else? Mais cette asymétrie, eh bien, elle vous permet d'avoir un certain contrôle sur la narrative. Je me rappelle notamment du cas avec CNN, ou CNN, donc, qui appartient à Warner. Je veux dire, bon, c'est pas à, comme dirait Pierre-Yves Rougeron, c'est pas à Sam le Pirate ou à Bugs Bunny de me dire ce qu'est une fake news. Mais CNN, qui appartient au Warner Group, effectivement, vous dit l'ivermectine est un vermifuge pour chevaux. Et ça, c'est magnifique. Si les gens n'ont pas été formés au fait que la vérité est dans la totalité. Et ça, c'est le travail du journaliste. Le journaliste doit respecter le contradictoire et doit se rappeler que la vérité est dans la totalité. Il est tout à fait factuellement vrai qu'il est prescrit de l'ivermectine comme vermifuge pour les chevaux en médecine vétérinaire. Oui, c'est factuellement vrai. Mais un morceau de vérité n'est pas une vérité, pas plus qu'un morceau d'humain est un humain, pas plus qu'un morceau de bœuf est un bœuf. L'ivermectine est avant tout une molécule qui a été découverte par un prix Nobel de physiologie aux médecines, qui a une quinzaine d'indications cliniques minimum et qui, bien entendu, était indiquée chez l'homme avant d'être indiquée en médecine vétérinaire. Et quand on vous dit comme ça qu'elle n'est juste qu'un vermifuge pour les chevaux, eh bien, on recadre la vérité d'une façon malhonnête. C'est une information incomplète. Oui, et du coup, c'est un mensonge. C'est déloyal. Alors, c'est un mensonge aggravé. C'est pire que déloyal, c'est un mensonge aggravé. Et on le sait depuis Lord Tennyson. Lord Tennyson disait « Le pire des mensonges, c'est la demi-vérité ». Le pire des mensonges, c'est la demi-vérité. Donc c'est un mensonge aggravé. Quand on prend un morceau de vérité, qu'on le recadre et qu'on lui enlève toutes ses proportions par ailleurs, on constitue le pire des mensonges possibles. Donc quand vous prenez parti sur les réseaux sociaux pour les traitements précoces, en fait, vous avez fait votre analyse de ce qui est cette vérité d'une manière complète et vous estimez aujourd'hui qu'il y a suffisamment de preuves, alors elles sont peut-être pas irréfutables au sens mathématique, mais pour vous, elles correspondent à une forme de vérité? Ah oui, totalement, puisque on peut dire que l'hydroxychloroquine n'a aucun effet clinique, par exemple en indication dans la Covid-19. On peut dire que l'ivermectine n'a aucune indication possible dans la Covid-19. On a le droit. Mais dans ce cas-là, il faut tailler dans peut-être un tiers du Vidal. Parce que le nombre d'études à comité de lecture, dont certaines ont été faites en double aveugle, on demandait des doubles aveugles, il y en a eu. Aussi bien sur la chloroquine maintenant que sur l'ivermectine, il y a eu des études en double aveugle. Sur l'ivermectine, à ma connaissance, il y en a au moins 7 qui ont été publiées aujourd'hui. Au moins, probablement plus. Donc, ce niveau de preuve n'est pas du tout celui qui est exigé dans le traitement lambda qui est disponible dans le Vidal. Donc on a le droit, c'est bien, il faut toujours remettre en question les traitements et les stratégies thérapeutiques. C'est comme ça que la médecine progresse. Mais dans ce cas-là, il faut se demander pourquoi tout un tas de molécules complètement admises n'ont pas eu ce niveau de preuve-là, et pourquoi des molécules qui l'ont sont diabolisées. On a le droit de poser cette question. Et là, on rentre aussi bien dans la science que dans le journalisme. On doit demander pourquoi il y a un 2 poids, 2 mesures. Pourquoi telle molécule qui est prescrite, alors on l'avait bien sûr sur le remdesivir, qui a été prescrit, quoi qu'on en dise, eh bien pourquoi le niveau de preuve exigé n'était pas le même? Pourquoi certaines molécules doivent faire la course avec des boulets aux pieds, en sautant à pieds joints, et pourquoi d'autres molécules peuvent faire la course en Formule 1? Ça s'appelle un handicap, quoi, en sport. Complètement. Pourquoi certaines molécules sont handicapées? Pourquoi on leur demande un niveau de preuve toujours plus grand? Et pourquoi d'autres molécules ou d'autres traitements, on leur demande un niveau de preuve nul pour être prescrit? Et je dis bien nul, parfois même négatif. Pour le remdesivir, par exemple, on savait que c'était un néphrotoxique. Eh bien, il n'en demeure pas moins que l'Union européenne en a commandé pour 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros. Je ne me souviens pas qu'on ait commandé pour 1 milliard d'euros d'ivermectine ou d'hydroxychloroquine. Alors que factuellement, bien entendu, le niveau de preuve disponible sur l'ivermectine et l'hydroxychloroquine était exponentiellement supérieur à celui disponible sur le remdesivir. Vous avez aussi quand même prendre plusieurs fois la défense du professeur Raoult. Vous avez été harcelé sur les réseaux sociaux. Vous avez été décrié, dénigré. Il l'a été aussi hier. Il parlait dans une émission radio de la délinquance anti-élitisme. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cet élément-là? On parle qu'en France, on a encore une élite et on la cultive encore. Mais une élite, ce sont les gens intègres, les gens qui sont courageux, qui respectent la morale, et qui ne se disent pas « je vais changer d'opinion parce que la majorité a cette opinion » ou parce que ma carrière sera influencée par cette opinion. Raoult fait partie de cela. C'est un immense scientifique, je veux dire. Enfin, n'importe quelle personne je connais évidemment les travaux du professeur Raoult, moi depuis mes études, quand j'étais étudiant en biologie. Donc au départ, j'ai fait un DUG, une licence en biologie, d'abord à l'université d'Orsay, puis ensuite à Normal Sup à la rue d'Ulm, où j'étais donc prédoctorant. Je savais très bien qui était le professeur Raoult, et notamment ses travaux sur les mammavirus qui sont extraordinaires et qui auraient pu lui valoir le prix Nobel aujourd'hui. Alors, évidemment, vu la controverse politique, je doute qu'il l'ait maintenant, mais Raoult était nobelisable, pour plusieurs raisons et pour plusieurs découvertes, dont notamment les mammavirus.
Alors, à partir de là, quand du jour au lendemain, des gens m'ont dit que c'était un charlatan ou un escroc, j'ai tout de suite compris qu'on était dans le dénigrement. On vit à une époque où il est possible de dénigrer n'importe qui. Et Malcolm X l'avait déjà très bien dit dans les années 60. Il avait dit « Méfiez-vous des médias, ils peuvent vous faire adorer votre oppresseur et vous faire détester les opprimés ». Dès les années 60, Malcolm X disait ça, raison d'ailleurs pour laquelle il a été assassiné. Donc on sait qu'aujourd'hui, par le spin, on peut transformer un héros en malfrat, et on peut transformer un malfrat en héros. C'est faisable, c'est possible. Je l'ai vu faire pour Raoult parce que je sais comment fonctionnent ces réseaux, ces systèmes, ces moyens d'intimidation. Moi-même, j'ai une résistance totale aujourd'hui au harcèlement. Je suis harcelé effectivement depuis 2014-2015. Honnêtement, comme dirait Jacques Chirac, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Mais je savais que certaines personnes y seraient plus sensibles, et je savais qu'il fallait défendre Raoult parce que ce n'était pas honnête. Les attaques qu'il avait reçues, notamment lui dire que ses recherches préliminaires sur l'hydroxychloroquine n'étaient pas sérieuses, alors qu'on a laissé ensuite et qu'on a encensé que les mêmes personnes qui l'attaquaient, soi-disant pour le manque de sérieux de ses recherches, toléraient une absence de sérieux stellaire en comparaison pour des traitements beaucoup plus chers, comme le remdesivir et, bien entendu, comme l'étude complètement foireuse du Lancet. Alors pourquoi ? J'ai simplement posé cette question. Pourquoi y a-t-il deux poids, deux mesures ? Pourquoi on demande un niveau de preuve d'intégrité et d'excellence scientifique toujours supérieur et in fine inatteignable aux équipes du professeur Raoult ? Et pourquoi ensuite d'autres pieds nickelés, comme il l'a très bien dit, se voyaient dérouler le tapis rouge et n'avaient absolument aucun compte à rendre ? Pourquoi ? Tout à l'heure, en introduction, vous avez parlé d'un effet jalousie à votre égard sur les divers diplômes que vous avez passés, les diverses études. Est-ce qu'il peut y avoir une jalousie ? Est-ce que ça peut justifier peut-être le carriérisme français ou Bien évidemment. Le professeur Raoult, enfin, soyons sérieux, c'était le plus jeune président d'université de son temps. Ensuite, il a plus de 3000 publications à comité de lecture. Parmi les gens qui l'attaquent, pensons par exemple à Stanislas Dehaene qui l'avait attaqué et qui avait dit notamment, qui avait relayé des informations qui disaient que les travaux de Raoult sur l'hydroxychloroquine freinaient d'autres traitements. Mais quelqu'un comme Dehaene a quoi ? 400 publications maximum ? Raoult en a 3000. Comment voulez-vous que ces gens-là ne soient pas jaloux de ce niveau de sérieux, d'excellence scientifique, de brillance ? Et vous, ça vous paraît normal qu'un scientifique puisse avoir 3000 publications ? C'est pas excessif ? Pas quand il dirige un institut où il y a des centaines de chercheurs qui travaillent. Le travail d'un scientifique, c'est de coordonner. Surtout quand on a atteint le niveau de Raoult, c'est-à-dire qu'on doit être directeur de recherche. Diriger des recherches, ça nécessite d'être capable de diriger de grandes équipes. Donc, poser cette question, est-ce que quelqu'un comme Didier Raoult peut avoir 3000 publications ? C'est comme poser la question, est-ce qu'un général peut encadrer une armée ? Est-ce qu'un général peut être général d'armée, de brigade ou de division ? Donc ça ne vous paraît pas anormal qu'il soit sur 3000 publications ? Ça va dépendre, on va dire, c'est son rôle ou le rôle qu'il va jouer sur ces publications. Oui. Premier auteur, dernier auteur, ça oui, dépend. Il est toujours dernier auteur. Ces publications, je connais peu de publications récentes où il n'a pas été dernier auteur. Maintenant, il y en a certainement où il est premier auteur quand même. Si c'est lui qui a été à l'initiative de la méthodologie et qui l'a mené à son terme, il mérite d'être premier auteur. Ça, c'est un point important à préciser, on va dire le ranking de l'auteur et on va dire le rôle qu'il a joué dans une étude. Moi, par exemple, dans ma publication dans Mathematics sur la linéarisation de Collatz, je suis dernier auteur. J'ai encadré une équipe, mais c'était mes méthodes qu'elles ont utilisées, mes théorèmes qu'elles ont utilisés, mais j'ai encadré une équipe internationale, notamment composée d'Allemands, d'un Indien et puis quelques Français qui nous ont soutenus, qui malheureusement n'ont pas pu être auteurs dans l'article, mais qui nous ont aidés et qui sont cités. Eh bien, je suis évidemment dernier auteur puisque j'étais le directeur de ces recherches. Quelqu'un comme Cédric Villani, par exemple, quand il a eu la médaille Fields, il était dernier auteur de ses travaux avec Clément Mouot, qui ont pourtant été faits à 50-50, mais c'était lui le plus senior des deux. C'est pour ça qu'il a eu la médaille Fields d'ailleurs. Donc c'est comme ça que fonctionne effectivement le système aujourd'hui de publication, avec tous les défauts qu'il peut avoir, bien sûr. Sur un autre chapitre, parlons un peu de la liberté d'expression en sciences. Ce matin, il y a eu, on va dire, sur les chaînes de télévision, une annonce du président Macron qu'il allait créer un observatoire contre le complotisme, plus particulièrement sur les publications scientifiques, pour essayer de contrôler, on va dire, les fake news. Pour vous, c'est une bonne idée ? Alors c'est évidemment une idée catastrophique puisque l'État français est un des plus gros producteurs de fake news. Et je ne parle pas du temps du nuage de Tchernobyl ou d'autres situations de ce genre, que ce soit par exemple, rappelez-vous les écoutes du temps du président Mitterrand. Il a fallu que des journalistes étrangers, je crois qu'ils étaient belges si ma mémoire était bonne, viennent le confronter à l'Élysée
Évidemment, il a menti. Vous savez, alors, je vous rappelez de cette situation. Donc, les journalistes viennent confronter le président Mitterrand, lui disent « Est-il vrai que vous avez mené des écoutes ?» Et Mitterrand dit « Je ne pensais pas que le débat tomberait aussi bas. » Il se lève et il s'en va. Qu'il a fallu que des journalistes belges viennent rappeler aux Français comment on fait du journalisme pour aller contredire la version officielle du pouvoir. Ce n'est pas possible qu'une organisation dont on sait qu'elle va parfois mentir ou publier de fausses informations, à savoir l'État français, s'offre le droit de vérifier ce qu'elle dit. Je veux dire, aux États-Unis, on a Snowden, on l'aurait accusé de fake news, du coup. Si c'était l'État américain qui déterminait ce qu'était une vraie ou une fausse nouvelle, eh bien Snowden, il aurait immédiatement dit, mais Snowden est un espion russe. On n'a jamais espionné qui que ce soit, c'est pas vrai. La NSA n'a jamais espionné qui que ce soit. On ne peut pas confier l'enquête sur les fake news à quelqu'un d'autre que le citoyen français. Il faut un journalisme citoyen. Le pouvoir médiatique est un des pouvoirs les plus fondamentaux. Et encore une fois, c'est pour ça que Malcolm X disait « c'est le pouvoir le plus puissant ». Je pense qu'on a pouvoir monétaire et pouvoir médiatique, on oublie de nous, parce qu'au XVIIIe siècle, évidemment, du temps de Montesquieu et de Voltaire, on ne se rendait pas forcément compte de l'importance du pouvoir médiatique et du pouvoir monétaire. Mais en plus de l'exécutif, du législatif et du judiciaire, on a le médiatique et le monétaire. Eh bien, le pouvoir médiatique et bien sûr le pouvoir monétaire doit revenir au peuple. Et donc, la seule entité qui est rigoureuse et qui est légitime pour vérifier les fake news, c'est le citoyen. Il n'y en a pas d'autre. C'est la raison pour laquelle je soutiens François. D'abord parce que, voilà, d'une part, les questions de harcèlement aujourd'hui, certes, m'intéressent, mais en même temps, j'y suis complètement immunisé. Et d'autre part, je sais qu'il faut un journalisme citoyen, que des médias comme François ne doivent pas être l'exception, ils doivent être la règle. Il faut qu'un maximum de citoyens vérifient, recoupent, échangent les informations, les discutent et les contredisent. La seule entité qui a le droit de déterminer ce qui est une fake news ou pas, c'est le peuple. Il n'y en a pas d'autre. Et donc, si jamais le président de la République française décide de créer un observatoire pour déterminer ce qui est une fake news, eh bien, il faudra faire exactement comme les décodeurs et les débunkers. Il faudra les débunker à leur tour. Rappelez-vous, par exemple, les inénarrables débunkers et fact-checkers de BFM TV. On avait le débat Mélenchon-Zemmour et ils prétendent fact-checker une information apportée, je crois, par Mélenchon, selon laquelle les foyers peuvent se retrouver dans le noir à telle ou telle période de l'année. Que nous dit BFM? Ils nous disent « Eh bien non, c'est faux factuellement, car c'est interdit. » Et personne ne contredit ça. Mais c'est magnifique. Ça veut dire que tout ce qui est illégal n'existe pas en France. Mais donc il n'y aurait pas de meurtre en France. Il n'y aurait pas non plus de gens qui passent au rouge. Il n'y aurait pas de gens qui se garent sur des stationnements handicapés. Puisque d'après BFM et d'après leurs fact-checkers, eh bien tout ce qui est interdit n'existe pas en France. Donc le politiquement correct est seul ce qui est acceptable en France et toute la controverse devient inacceptable. Mais non, mais ça, en fait, c'est même pire que ça. Le fact-checking est devenu un instrument de pouvoir. Quand vous voyez vraiment des fact-checkers qui vous disent non, ce qui est illégal ne peut exister en France, vous voyez bien que c'est un instrument de pouvoir. D'ailleurs, j'aurais bien aimé voir les fact-checkers de BFM fact-checker Macron, juste pour voir. J'aurais bien aimé voir ces gens-là mettre dans une situation d'infantilisation les deux contenders aujourd'hui de la campagne, à savoir donc Mélenchon et Zemmour. J'aurais bien aimé que cette infantilisation existât aussi avec Macron. Bon, newsflash, on peut vous le dire, vous l'avez appris sur François. Avec le professeur McCullough, Dr McCullough, à qui on a demandé de vérifier les assertions scientifiques du 12 juillet et qui les a toutes contredites. Voilà, mais ça n'avait pas été fait en live. Là, on avait vraiment, parce que vous voyez cette mise en scène que BFM TV avait faite, où on avait deux candidats de l'opposition qui étaient mis en scène d'être infantilisés par une équipe de stagiaires qui prétendaient sérieusement faire du journalisme en affirmant mordicus que ce qui est illégal ne saurait exister sur le territoire français. En mettant en place cet observatoire, il y a une forme de capture de la part de l'administration, de la part du gouvernement sur le narratif, qui soit le narratif officiel ou le narratif opposant, on va dire. Oui, en fait, il procède de ce qu'on appelle du terrorisme intellectuel. C'est comme ça que ça s'appelle, le terrorisme intellectuel. Et évidemment, les plus grands spécialistes de ça étaient l'Allemagne de l'Est, l'Union soviétique en général, le pacte de Varsovie, étaient spécialisés en terrorisme intellectuel. Revoyez un peu l'aveu de Costa Gavras et vous verrez ce que c'est qu'un procès-spectacle, qu'une mise en scène de la recherche de la vérité. Donc on avait, du temps du stalinisme, évidemment, cette mise en scène où on avait un procès, on avait une opposition, on avait une défense. Alors, la présomption d'innocence n'existait pas en Union soviétique. Mais bon, ça sautait pas aux yeux quand on voyait les images. Et ça mettait en scène la culpabilité. Mais c'était une parodie. Eh bien, des fact-checkers qui vous disent que ce qui est illégal ne peut intervenir en France, ne peut exister, c'est une parodie.
Mais on y vient aujourd'hui, c'est-à-dire que ça y est, c'est mis en scène de cette façon. Donc oui, selon moi, c'est du terrorisme intellectuel. Donc vous êtes d'accord avec le professeur Raoult, il y a une forme de délinquance anti-élitisme quelque part. Totalement. Mais le vrai élitisme, c'est-à-dire ça dépend de ce qu'on appelle l'élite. Soit on appelle élite les gens qui possèdent les leviers du pouvoir, soit comme Raoult, on appelle l'élite les gens qui mériteraient de les posséder. La méritocratie. Raoult, il n'y a pas plus méritocratique que lui. Et donc, évidemment, il est surpris quand il voit quelqu'un parachuté de Paris arriver à la PHM, etc. Et c'est de ça qu'il parle. Crémieux à la PHM, par exemple, ce n'est pas une élite au sens de Raoult, pas du tout. L'élite, ce sont ceux qui méritent par leurs efforts, par leur travail, reconnus par les citoyens. Donc vous pensez que le système français, quelque part, il y a des rentiers du système et puis il y a ceux qui ont pris l'ascenseur social au travers de la méritocratie. On a fabriqué des rentiers à partir de la méritocratie passée. Mais je suis pas le seul à le dire. C'est depuis Bourdieu que ça se dit, ça. Et même Bourdieu lui-même ne l'avait pas inventé. On sait que l'ascenseur social en France est en panne depuis la fin des 30 Glorieuses et que malheureusement, il n'a pas été remis en marche. Donc aujourd'hui, on a effectivement des gens très méritants. Ça donnait aussi tous ces Frenchies qui partaient dans la Silicon Valley. La raison pour laquelle on avait des gens brillants comme Gasset chez Apple qui n'auraient pas du tout été reconnus. On avait aussi Shir Modibo Diarra, dont je vous encourage à regarder, votre auditoire à regarder un peu ce qu'il avait fait. Shir Modibo Diarra, navigateur interplanétaire à la NASA, était en échec éducatif en France. Il fait ses études supérieures en France, on lui dit grosso modo qu'au mieux il sera chef de rayon chez Picard, et il arrive aux États-Unis, il devient navigateur interplanétaire à la NASA, puis président de Microsoft Afrique, et il aurait pu être président du Mali s'il n'y avait pas eu un coup d'État. C'est ça, c'est effectivement cet harcèlement anti-élite. Les gens qui sortent du lot et qui gardent leur intégrité, eh bien sont diabolisés, oui c'est vrai. Pour revenir un petit peu à l'éducation pour tous ou l'instruction pour tous, il y a 100 ans, un peu plus de 100 ans, on mettait en place un système éducatif. Est-ce qu'on a confondu instruction avec intellectuel ou intellectualisme? Oui, à beaucoup d'égards. Il faut rappeler un fait qui est très dissonant vis-à-vis de l'instrumentalisation de l'éducation en France, car oui, l'éducation est instrumentalisée. Je le regrette, mais c'est la situation. Eh bien, ce fait dissonant, c'est que le plus jeune bachelier de l'histoire de France, Arthur Ramy Andrizoa, c'est un Français d'origine malgache, avait 11 ans et 11 mois, plus jeune bachelier de l'histoire de France, il était entièrement élevé à la maison, entièrement éduqué à la maison, entièrement homeschoolé, ce que l'on interdit aujourd'hui. Ce qui est interdit, enfin, utilisons les mots corrects, c'est interdit. Essayer de dissuader les gens d'exercer un droit, le droit à l'instruction en famille, eh bien, c'est l'interdire de facto. Parce que concrètement, la proportion des Français qui pourront avoir une instruction en famille aujourd'hui a été divisée peut-être par 100 du jour au lendemain par ces nouvelles lois qui en plus prennent le prétexte fallacieux d'un séparatisme. Mais c'est intéressant de prendre le prétexte du séparatisme parce que l'instruction obligatoire en France a pour origine effectivement des luttes contre le séparatisme. Il s'agissait d'avoir la même narration nationale dans toutes les écoles de France. Il fallait que tout le monde dise nos ancêtres les Gaulois de Cayenne à Pointe-à-Pitre en passant par Biennois. Il fallait éliminer la langue basque, la langue bretonne et la langue corse. Il fallait que tout le monde parle français. Eh bien, ça, évidemment, c'est l'origine, c'est l'ADN de l'éducation en France, qui n'est pas l'ADN de l'éducation en Suisse, qui n'est pas l'ADN de l'éducation en Suède, qui n'est certainement pas l'ADN de l'éducation à Singapour. La peur de la sécession. Et comme nous avons eu peur de la sécession, notre instruction publique est totalement pyramidale, contrôlée étroitement par l'État, avec ce que Péguy appelait notamment des hussardoirs de la République. Et cette structuration fait notamment que des réformes peuvent être difficiles, fait que le prof n'a que très peu son mot à dire. On l'avait vu dans le cas de Samuel Paty, qui aujourd'hui, le pauvre, est célébré comme un héros posthume, mais dont on sait que sa hiérarchie l'avait complètement largué. On le sait. On a toutes les preuves aujourd'hui que sa hiérarchie essayait de se débarrasser de cette espèce de trublion d'électrons libres. Mais on a eu pareil avec tout un tas d'autres professeurs français. Je pense à Céline Alvarez, je pense à d'autres professeurs. Parce que cette hiérarchie pyramidale, abrupte, de plomb, littéralement, vient du fait qu'en France, Jules Ferry était avant ministre des colonies et que donc il avait immédiatement envisagé un enjeu politique à l'éducation en France. Ça nous donne aujourd'hui l'interdiction de l'instruction à la maison, qui est un scandale, qui est odieuse et qui est, selon moi, une façon d'essayer d'obtenir un consentement ultérieur, d'essayer d'obtenir une sorte d'obéissance de masse, parce qu'évidemment, des gens qui s'informeraient par eux-mêmes et qui s'éduqueraient par eux-mêmes, comme aujourd'hui Internet nous le permet, deviendraient forcément moins dociles envers certains comportements punissables de leurs États. Peut-être la dernière question. Donc, vous avez été victime de harcèlement sur Internet, donc vous avez, on va dire, des opposants. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être, il y a une grande division entre deux camps, les pro-vaccins, les anti-vaccins, les pro-hydroxychloroquine.
les anti. Comment feriez-vous pour réconcilier ces deux camps? Comment Mais déjà, cette division, plus on en parle, plus elle existe. En réalité, on a vu des médecins qui s'étaient vaccinés et qui étaient contre l'obligation, aussi bien en Suisse qu'en France. Donc on a vu des médecins qui se sont vaccinés eux-mêmes, et je parle bien sûr avec du Pfizer ou du Moderna. Ça aurait été de l'AstraZeneca, du Valneva, c'était un autre sujet. Moi, par exemple, j'aurais beaucoup aimé qu'on ait eu une filière vaccinale en France, une vraie, Valneva par exemple. Pourquoi Valneva a livré ses doses en Angleterre et pas en France? Évidemment, je suis encore très sceptique aujourd'hui sur les technologies ARNM qui sont très prometteuses, qui pourraient nous apporter des solutions fascinantes sur le cancer. Ce sont des technologies remarquables, mais qui sont absolument pas mûres, selon moi, à la situation et à la prescription de masse. Et d'ailleurs, c'est pas selon moi, c'est selon la loi, puisque, rappelons-le encore une fois, faisons du fact-checking. Les vaccins qui sont prescrits aujourd'hui en ARNM sont en autorisation de mise sur le marché conditionnelle, et en particulier pour leur 3e dose. Mais effectivement, il faut être nuancé. La vérité et le bon journalisme sont dans la nuance. Moi-même, par exemple, je vous ai dit, Bismarck disait « Les idiots apprennent de leur expérience, les gens intelligents apprennent de l'expérience des autres ». Soyez intelligents, apprenez de mon expérience. J'ai été vacciné contre la grippe en 2014. Donc, j'étais idiot moi-même puisque j'ai appris de mon expérience. Beaucoup de gens m'avaient dit « Tu sais, le vaccin contre la grippe, pour ton âge, c'est pas utile ». J'avais une conférence à donner en Chine. Je voulais être sûr de ne pas avoir une extinction de voix. Donc, je me fais vacciner contre la grippe. Je ne sais plus si c'était à Cochin ou à Necker. Boum, j'ai des effets secondaires, des allergies, et évidemment, ça rate pas. Arrivé en Chine, j'ai la grippe. Pourquoi? Parce que, évidemment, tout un tas de gens se disent « Vous insultez Pasteur si vous êtes sceptique vis-à-vis des technologies ARNM ». Bon, déjà, Pasteur ne savait pas ce que c'était que la technologie ARNM, donc calmons-nous. Ensuite, c'est très simple, l'équation. Le virus de la rage, grand maximum, ça doit être 16 variants en 150 ans. Le Covid, le SRAS-CoV-2, enfin le SRAS en français, syndrome respiratoire aigu sévère, eh bien lui, c'est au moins 16 variants en 18 mois. Donc entre un virus qui fait 16 variants en 150 ans et un virus qui fait 16 variants en 18 mois, à votre avis, lequel a plus de chances de développer une résistance aux vaccins? Les vaccins sont aux virus que les antibiotiques sont aux bactéries. Alors évidemment, dans les années 50, on disait « mettez des antibiotiques partout ». Je me rappelle même, on voyait ça en école d'agro, qu'on avait des ranchs qui marquaient le bétail avec du spray antibiotique. Voilà, donc on avait un spray antibiotique rouge, ils faisaient une croix rouge avec ça, c'est la meilleure façon d'avoir des résistances dans tous les sens. Eh bien, si vous faites pareil que vous avez fait avec les antibiotiques dans les années 50, avec les nouvelles technologies de vaccins dans les années 2020 pour les virus, vous allez avoir des variants résistants. Et tous les biologistes le savent, et bien entendu, Raoult le sait, mais c'est pas le seul. Donc aujourd'hui, il faut nuancer. Les technologies aujourd'hui ARNM sont très prometteuses, notamment contre le cancer. Elles avaient plein d'autres prescriptions possibles. À commencer par pouvoir éventuellement, effectivement, redonner la vue à quelqu'un, voire même, demain, peut-être un jour, refaire marcher un tétraplégique. Il y avait plein d'applications possibles sur les technologies ARNM. Mais déjà, le fait qu'elles soient cartélisées, que très peu d'entreprises aient un contrôle total sur cette technologie, ça c'est mauvais. C'est quelque chose, c'est exactement comme pour les OGM en fait. Les OGM en soi sont pas mauvais, mais le fait qu'on ait 2-3 entreprises qui contrôlent 95% des semences mondiales, c'est catastrophique, géopolitiquement. Position dominante. Absolument. Cartélisation, trust. On a la même chose aujourd'hui sur les technologies. Et le rôle des régulateurs devrait être justement d'encadrer ce genre de pratiques. Absolument. Et essayer de les réguler. On voit bien qu'aujourd'hui, les régulateurs font pas leur travail, puisque j'ai pas vu de plainte antitrust contre Pfizer, j'en ai pas vu contre Moderna non plus. Mais Driss, pour revenir à la question, en fait, sociologiquement, on a la société qui est divisée, il y a ces groupes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens se reparlent? C'est quoi? C'est la 3e dose? C'est parce qu'il y a un élément de doute? Il faut justement encourager la discussion? Oui, il faut rappeler... En fait, c'est la mémoire. La seule solution, c'est la mémoire. Il faudrait rappeler aux gens qui étaient pour, par exemple, le pass vaccinal, qui sont pour le pass vaccinal aujourd'hui, qu'ils étaient contre quand on leur en parlait il y a 6 mois. Parce que c'est dur en France de reconnaître ses erreurs. En fait, on n'a pas la culture de reconnaître ses erreurs ou de les admettre. En fait, quelque part, c'est avoir tort, pour revenir un peu à Bismarck, c'est ne pas apprendre de ses propres erreurs. On a une sidération. C'est-à-dire que vraiment, psychologiquement, c'est dur. C'est le même phénomène que quand on s'est fait arnaquer. Quand il y a des escrocs, etc., vous avez beaucoup de victimes d'escrocs qui ne veulent pas en parler, qui ne veulent pas l'admettre. Rappelez-vous le type qui avait vendu la Tour Eiffel, là. Il s'appelait Lustig, c'est de là que vient l'expression « un sacré loustic ». Eh bien, très peu de gens, voire personne, ont voulu porter plainte contre lui parce que personne ne voulait admettre publiquement sur la place de Paris qu'il avait été berné à l'idée d'acheter la Tour Eiffel à la ferraille. Donc aujourd'hui, l'immense majorité des scientifiques, enfin pas des scientifiques, des politiques, ne veut pas admettre qu'elle s'est faite berner, Regardez en Israël, par exemple. Il y a beaucoup d'élus en Israël à la Knesset
qui sont contre la 3e dose, qui disent c'est pas pour ça qu'on a signé. En plus, on voit des myocardites, en plus, on voit des morts. Et donc, nous, on n'a pas signé pour ça. Vous nous avez vendu un vaccin qui était soi-disant fiable à 92-95%. Il s'avère que c'est absolument faux. Et il s'avère que, de toute évidence, et on a les preuves aujourd'hui scientifiques, que vous avez sous-joué sa cardiotoxicité. Autant, et c'est là qu'on reparle du 2 poids 2 mesures, autant l'hydroxychloroquine, soi-disant, était cardiotoxique au plus haut niveau. Et donc, bien qu'elle ait été prescrite à plus d'1 milliard de personnes, elle allait tuer des gens en masse. De l'autre, on voit bien qu'il y a une cardiotoxicité réelle, actée. Je vous renvoie à Lord Zion aux États-Unis dans le cas du vaccin AstraZeneca. Et on l'avait aussi donc pour cette journaliste de la BBC qui est morte des suites d'une myocardite fulgurante. Eh bien, la BBC a reconnu que c'était à cause du vaccin AstraZeneca. Donc d'un côté, on voyait cette cardiotoxicité surjouée pour la chloroquine, sous-jouée pour les vaccins. On voit aujourd'hui des députés en Israël qui disent « Stop !» Stop, nous on était pour, on pensait bien évidemment que la vaccination avait un avenir pour un virus qui mute autant que le SARS-CoV-2, très bien, c'était votre opinion en âme et conscience et je le respecte, mais à l'aune des nouveaux faits, nous sommes obligés de reconnaître que nous avons eu tort. Effectivement, la majorité des gens n'est pas prête à accepter quand elle s'est faite berner, arnaquer. Et donc on va avoir des gens dans les pyramides de Ponzi qui vont continuer psychologiquement à investir dans une pyramide de Ponzi alors qu'on leur a dit. Et c'est un phénomène psychologique sur lequel les bons marketeurs savent jouer. On a juste la question de la fin. On a écrit une tribune, on a publié une tribune il n'y a pas longtemps où on terminait, on disait après procès, la veuve attendra, les têtes vont tomber. Donc en l'occurrence, quand on s'est fait berner, vous pensez qu'il y aura des procès, vous pensez qu'il y aura des recherches de responsabilité? Un escroc doit payer. C'est vrai que je trouve toujours assez curieux que quand on a des essais cliniques qui foirent et qu'on a des victimes. Vous savez, il y avait eu l'affaire du sang contaminé en France, responsable mais pas coupable, dont d'ailleurs au passage l'inénarrable Jacques Biot avait carrément été bombardé, président de l'école polytechnique, alors qu'il était conseiller technique de Laurent Fabius, et c'est lui qui avait dit il faudrait une gestion astucieuse du calendrier, phrase immonde, pour recommander à Fabius de ne pas tester les poches trop tôt et de favoriser les tests français. J'aimerais bien que quand on a effectivement des victimes d'essais médicaux, les gens payent, oui, c'est la justice ça. Je crois qu'il y a une affaire assez sordide qui implique le professeur Alain Fischer, d'enfants qui ont contracté des leucémies dans certains des essais cliniques dans lesquels il était impliqué. Eh bien, j'aurais aimé que ça soit rapporté davantage et qu'il y ait procès. Je pense que ces victimes aimeraient aussi qu'il y ait procès. Donc oui, essayons de faire en sorte... Commission d'enquête indépendante. Absolument. Mais c'est Charles de Gaulle qui l'avait dit. La Cour de cassation en France, la Cour suprême, c'est le peuple. Donc il faut davantage de journalisme citoyen. Oui, il en faut, qui vérifie les faits, qui obtiennent le consensus. Quand on nous parle de consensus, c'est bien très bien. Ayons un journalisme citoyen qui va chercher le consensus sur certains faits. Après, moi, j'aurais aucun problème à ce qu'il y ait des amnesties. Je veux simplement qu'il y ait des instructions, des procès et des condamnations s'il s'avère que les personnes sont coupables. Donc aujourd'hui, quand vous vous présentez ici, vous êtes un citoyen expert, quelque part. C'est ce qu'il faut. Donc vous voulez reconnaître l'expertise aux citoyens. Absolument. Et pas forcément au corps intermédiaire. Et c'est pas seulement l'expertise que je reconnais aux citoyens, c'est le pouvoir. En démocratie, le citoyen a le pouvoir. Et en démocratie représentative, comme en France, eh bien le pouvoir médiatique est total, puisque c'est lui qui peut faire ou défaire un candidat. On sait qu'un candidat qui passe le plus à la télévision sera élu. On le sait. D'ailleurs, il n'y a pas un moment où cette règle a connu une dérogation dans l'histoire de la Ve République. Le candidat ou la candidate qui passe le plus à la télévision sera élu en France. C'est aussi simple que ça. Et on le voit avec Emmanuel Macron, qui a été vendu comme un paquet de lessive en faisant un maximum de couverture de journaux dans tous les sens. Eh bien, ce pouvoir médiatique qui fait ou défait les candidats, qui fait donc ou défait l'exécutif, et je rappelle qu'en France, la constitution de la 5e est très claire, surtout aujourd'hui, l'exécutif a un ascendant total sur le législatif avec le 49.3 et la dissolution, et l'exécutif a un ascendant quasi total sur le judiciaire. On le voit bien aujourd'hui à la façon dont le garde des Sceaux a un ascendant sur les juges. Bon, à partir de là, le pouvoir médiatique est stratégique. Il est trop important pour être laissé à une presse milliardaire. On ne peut pas laisser un journal milliardaire faire l'opinion. C'est à la presse populaire, citoyenne, que l'opinion doit appartenir. Écoutez, Idriss Aberkane, merci beaucoup pour ces mots, pour ce défi de la vérité. Vous nous avez donné aujourd'hui un panorama complet, répondant à des questions qui étaient plus ou moins compliquées. Peut-être le mot de la fin ? Écoutez, moi je continue à soutenir ce que vous faites. Et j'aimerais, pour moi le mot de la fin, j'aimerais vraiment que François ne soit pas l'exception, mais qu'elle soit la règle.
Bah, écoutez, merci beaucoup. On en fera part à toute l'équipe. Bonne journée.